Parce que l'environnement politique, l'environnement social est la base même d'un processus électoral. Et je regarde ce débat qui a cours actuellement, que vous animez depuis quelques jours, là, avec un peu d'étonnement. Parce que nous avions été ici il y a 3-4 mois, on a alerté l'opinion sur le danger que constituait le parrainage. Le parrainage. On a donné 5 éléments qui allaient vicier cette procédure. Et c'est encore là, vous avez couvert ça, j'espère que vous allez projeter. 5 éléments. Premier élément, l'élément technique que nous voyons aujourd'hui, les doublons, les problèmes, les croisements du Conseil constitutionnel, les fiches. Le deuxième élément, l'élément sociologique, où il peut y avoir des mots d'ordre sociologiques pour empêcher les candidats d'entrer dans cette zone. C'est arrivé. Le troisième élément était l'élément politique, le niveau de participation, l'éducation des citoyens à ce type d'exercice. Le quatrième élément était le niveau sécuritaire, où il y a des endroits où les gens seraient attaqués, où alors il y aurait des empêchements. Et puis, dernier élément, l'élément affectif. Alors, voici un pays qui tout le temps fonce droit vers une crise, sans qu'on puisse questionner ce pourquoi il y a eu des crises précédentes. Et donc, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat interne aujourd'hui, mais tout ça en amont. On n'a plus de débat de qualité en Côte d'Ivoire. Le débat politique de qualité n'existe plus. C'est des choses qui s'anticipent, qui se discutent, qui s'organisent. Qu'est-ce qu'un débat de qualité politique? Mais le débat de qualité, par exemple, c'est regardez la question du parrainage. Les sachants disent il va y avoir problème. La moindre des choses, ce n'est pas de penser je suis RHGP, je suis PDCI, je suis PPACI. Mais c'est de dire, bon, où vous pensez qu'il peut y avoir problème, et puis on essaie de regarder ensemble. Mais on sait clairement qu'on s'en va vers un problème et on s'en va. Je vous donne un exemple. Il y a eu un problème ici en Côte d'Ivoire sur la question des nationalités. Il y a eu une guerre pour ça. Et il y a eu un compromis en allant aux élections. Mais ce débat n'a pas encore été totalement vidé. Ensuite, il y a eu le problème de la commission électorale qui n'inspire pas confiance à une partie des Ivoiriens. On n'a pas résolu le problème. On va aux élections. Et à ça vient s'agréger la question des listes électorales pour lesquelles certains partis s'opposent. On n'a pas résolu la question. Et on estime qu'on a moins de problèmes. On y ajoute la question du parrainage qui aujourd'hui divise à nouveau les Ivoiriens. Donc j'ai posé la question en avril lors du panel Bloomfield à l'Hôtel Ivoire. Est-ce que ce pays a une malédiction électorale? Ce n'est pas compréhensible qu'on aille de problème en problème sans chercher à les résoudre. Et moi, je regarde ce débat, je dis, c'est un débat événementiel. Il se passe quelque chose, tout le monde est là. Mais en tant que pays, avec toutes ces ressources humaines, anticipons sur ce type de débat, résolvons les problèmes, et puis on trouve la stabilité, pas pour le bénéfice des partis, mais pour la population ivoirienne. Daouda, question? Monsieur Vincent Tobiri, la question des parrainages, qui est à la base de ce problème, selon vous? C'est encore ça le problème. C'est maintenant que vous cherchez qui est à la base. Non. Oui, mais vous cherchez... je vous pose la question à dessein. Vous cherchez les responsables. Et nous, on dit... J'ai appris, là... J'ai appris, à la base, j'ai appris comme vous, et d'ailleurs sur vos plateaux, que des partis politiques auraient proposé. Mais les élections, ce n'est pas les partis politiques, je vous dis ça tout le temps. C'est la population, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Si les partis se mettent d'accord pour partager le pouvoir, ce n'est pas pour le bénéfice du pays. Des partis auraient décidé de le faire, mais ce n'est pas les partis. Avez-vous été consulté en tant que population, en tant que société civile? Non, il y a un processus de prise de décision. Non, mais si on y va doucement, vous allez comprendre où je veux en venir, justement. Oui, justement. Parce qu'aujourd'hui, comme on nous l'a dit, la CEI est l'émanation de deux choses, la loi et des accords politiques. Des partis politiques sont allés s'asseoir ensemble pour décider cela contre vous et moi. Parce qu'on est tous victimes de ça, finalement. Mais avec ces partis politiques, ils ne disent absolument rien. Mais quand vous prenez la parole publique, elle nous engage. Vous ne dites pas clairement X parti politique, Y parti politique, et puis Z parti politique, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais quand vous parlez dans la généralité, il faut poser le... Si on veut régler le problème, il faut chercher à savoir d'où vient réellement le problème. Or, vous ne le faites pas. Est-ce qu'il n'y a pas une fois de fuite en avant? Les partis politiques font des propositions, c'est des partis, ce sont des regroupements de personnes, c'est des groupes d'intérêt. OK? Mais des populations, des membres de la population, tels que nous, qui ne sommes pas pour l'instant dans des partis, on dit qu'il y a problème parce que l'expérience du pays, parce que les expériences africaines ont toujours montré que ça mène vers le chaos. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas parti politique que je ne suis pas audible. Et on dit qu'il y a un problème. Tous les membres de la commission électorale qui font des missions internationales savent que ça, c'est compliqué. Peut-être qu'ils sont plus représentatifs que vous, M. Sommes-nous des devins pour dire 4 mois, 1 an à l'avance ce qui va se passer, ça arrive? Non, c'est juste parce qu'on ne veut pas écouter. C'est des choses tangibles. Juste une dernière chose. Voilà. Est-ce que finalement, quand vous regardez un parti comme le PDCI, un parti comme le PPACI, un parti comme le RHGP, qui a un groupe parlementaire qui représente le peuple, vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas d'élus quelque part, est-ce que finalement, leur voix n'est pas plus audible que la vôtre? Monsieur Daouda, vous posez là la question de la démocratie représentative. La démocratie se structure autour de certains piliers. Les partis ne sont pas la finalité de la démocratie. Il y a les institutions. Et pourquoi on parle de société civile?
C'est tout ça qui... Il y a l'exécutif, il y a le judiciaire, il y a le législatif, il y a les partis, il y a les populations, il y a les églises, les foi, les confessions. C'est ça qui fait un pays. Mais vous réduisez la vie nationale aux partis politiques. Voilà pourquoi nous avons ces problèmes. Et nous, quand nous sommes devenus candidats, nous avons dit qu'on sort de la lutte des partis. Tous les partis ont un compte à régler les uns contre les autres. Nous, on dit qu'il faut mettre un terme à ça. Regardez la succession des 3 partis. Le PDCI a pris le pouvoir. Regardez ce qui s'est passé avec les autres partis. Ensuite, le FPI de l'époque. Ensuite, le RDR, ensuite le RHGP. Mais il faut qu'on arrête. Nous sommes un pays, il y a un moment de questionnement. Mais on ne reproduit pas les crises tous les 5 ans. Et puis nous sommes contents de le faire. M. Vincent Taubira, on va écouter Pascal. Il y a une chose que je veux bien concéder à M. Vincent Taubira, c'est qu'effectivement, l'environnement, le contexte est aussi à la base de non seulement cette contestation, ces élections qui sont toujours facteurs de tension, de crise, et parfois, on l'a connu en 2010, de guerre, parce que c'est ce qui s'est passé. La CEI, comme l'échange tout à l'heure entre Daouda et Herman, qui disait qu'il est arrivé ici qu'un conseil constitutionnel, pardon du terme, se dédise quelques jours après, est-ce que finalement, vous qui avez été préfet d'Abidjan, donc qui étiez au ministère de l'Intérieur, si mes souvenirs sont bons, est-ce qu'il ne faut pas ramener l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, tout simplement, et faire confiance en cette institution, en cet outil public? Parce que la CEI, même quand elle a des règles, s'il faut à côté dire qu'il y a eu des accords politiques, ce que vous dénoncez, elle peut être arrivée au terme de ce qu'elle peut faire pour les élections en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne remarque, madame. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas une question d'institution. Si vous ramenez les élections au ministère de l'Intérieur et que les hommes ne sont pas capables d'assumer en toute responsabilité leurs tâches, s'ils sont biaisés, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, il y a certes les institutions, mais il y a les hommes, il y a l'éducation même politique. Il y a cette capacité à exécuter des fonctions sans influence et à dire le droit. C'est ça la réalité. Donc des hommes sont influencés. Mais écoutez, comment vous faites sans les hommes? Oui, non, je parle des hommes, je dis qu'il faut l'homme. Il faut mettre l'homme au milieu de ces processus. Si vous demain vous créez le ministère, mais écoutez, le Sénégal, vous savez pourquoi le Sénégal a des élections que vous applaudissez? Le Sénégal a 5 organes qui organisent les élections. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la Commission électorale nationale autonome, il y a le ministère des Affaires étrangères pour les Sénégalais de l'étranger, il y a, la Cour d'appel qui collecte les voix pendant que le ministère organise techniquement. Et il y a comme ça 5 organes. Donc ça équilibre. Donc ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'institution. Enfin, ce n'est pas l'institution, je veux dire, ministère de l'Intérieur ou Commission électorale. Ce sont les individus qui animent, qui sont capables de dire à la satisfaction du plus grand public, pas de tout le monde. Et si aujourd'hui, le Conseil constitutionnel prend des décisions, et chaque fois qu'il y a une décision fondamentale, le pays a un problème. On se pose des questions. La justice a pour effet de créer la cohésion dans un pays. Et non pas chaque fois d'effrayer, de diviser. Très bien. Petite relance, parce que... Est-ce que vous seriez d'accord pour que le ou la présidente du Conseil constitutionnel, une fois nommée, soit inamovible? Non, ça ne se fait pas nulle part. Aux États-Unis, c'est différent. Je veux dire, il y a des organes où ceux qui sont nommés sont inamovibles, mais vous ne le feriez pas chez nous parce qu'on garantit, on bloque le mandat d'un président de la CEI, du Conseil constitutionnel, pour lui donner une sorte d'immunité et une sorte de protection dans sa fonction. C'est pourquoi la plupart des présidents des commissions électorales d'Afrique ont 6 ans le temps d'organiser une élection et partent. Donc, est-ce que vous pensez que c'est le cas ici, qui sont protégés? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne rentre pas parce que je respecte les institutions de la République. Donc je ne rentre pas dans des jugements internes. Je parle du contexte général de fonctionnement. Je dis qu'il faut repenser le rôle de certaines institutions, sinon nous aurons toujours des problèmes. Revenons un peu à la question du Conseil constitutionnel sur ce qui a été fait. Il y a un principe de droit de base. C'est le principe contradictoire. Vous ne pouvez pas me dire, on a croisé tes fichiers, on a trouvé qu'il y a ceci. Il n'y a personne. Je ne suis pas là. Mes représentants ne sont pas là. Il n'y a pas quelqu'un avec qui on se met d'accord. Et vous m'opposez que j'ai eu tel élément. Mais il y a un principe contradictoire minimum. Et ce principe contradictoire fait partie de tous les instruments internationaux de droit auxquels la Côte d'Ivoire fait adhérer. Et ces principes sont plus forts que notre Constitution. Vous ne pouvez pas délibérer à notre insu. Jusque-là, peut-être qu'on va pas dans les réseaux parce qu'aujourd'hui l'habitude consiste à donner... Mais que dit le droit ivoirien en la matière? Non, on va rentrer dans un débat technique compliqué pour les auditeurs. Mais je vais tuer un principe très simple. Le spectateur. Il n'y a aucun procès, aucune
aucune audience ne s'est faite sans qu'on entende les différentes parties. Même si on peut discuter la décision. Nous n'avons pas été entendus, rien du tout. Nous apprenons comme vous devant la télévision que nous aurions fait ceci ou cela et qu'on a estimé que 48 heures, on ne peut pas le faire. Vous savez ce qu'on appelle le parrainage? Mais comment on peut présager d'une capacité que nous avons mise en place? Mais donnez-nous la notification d'un problème et à partir de là, on dit on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Voilà. Mais, ok. Herman, question. Monsieur Toby, au-delà de vos grèves contre les parrainages, est-ce que le reste du processus électoral tel qu'il est enclenché ou est mené par la CEI, et, enfin, vous s'y est? Oui, il y a beaucoup de critiques. J'ai parlé du parrainage au début. J'étais le seul. Les partis ont dit, ah, il y a même vous, certains dans vos plateaux qui ont dit non, c'est parce qu'il ne veut pas avoir ce parrainage. Non, je parlais en principe. Moi, j'ai commencé même avant vous. Hein. Oui, et deuxièmement, j'ai parlé du calendrier électoral, M. Herman. Actuellement, je vous parle, la CEI n'a pas rendu public un calendrier électoral. Nous allons une élection sans calendrier électoral. Et quand j'en parle, je trouve encore des gens qui viennent pour dire non, le calendrier électoral se trouve dans la Constitution. Mais il y a des débats qui sont du bon sens et il y a des débats qui sont de la science. Et quand je dis qu'il n'y a pas de calendrier électoral, c'est de la science. Un calendrier électoral, c'est toutes les opérations. Là, hier, vous avez vu, la CEI a fait un communiqué sur l'accréditation des témoins. Et on a un autre communiqué sur la formation des observateurs. Non, vous nous dites que vous dites qu'on va à volo, on n'a pas de calendrier, on fonctionne au jour le jour, oui, c'est ce que vous dites? C'est ce que j'ai écrit, vous avez lu il y a 2 mois de cela. Donc, ce sont des choses qui empêchent d'avoir une lucidité, une clarté dans ce que la Commission fait. Il faut un calendrier électoral. Toutes les opérations dans une élection doivent être programmées à l'avance. Regardez, la Commission électorale, il y a un mois, appelle les partis politiques et leur dit les élections auront lieu en décembre. Mais ça ne se fait pas. Très bien. On commence un processus électoral, on appelle cela le cycle électoral. C'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, locales sont programmées d'avance sur 1 an et demi ou même sur 3 ans. Donc vous savez à quoi. On peut modeler un peu les dates, mais on sait exactement. Mais ce n'est pas à coup de communiquer. Donc s'il y a une commission qui fait l'objet d'autant de doutes de la part d'une partie des citoyens, il faut qu'elle travaille dans le professionnalisme, qu'elle fasse. Il y a des principes universels pour les élections. Ce n'est pas discutable. Très bien. C'est comme ça. Ce sont des principes que nous tous, on a adoptés et auxquels on a adhéré. Donc il y a vraiment beaucoup de critiques à faire. Et dernièrement, si vous permettez, allez-y. Tout cela ne ressemble pas, apparemment, ce n'est pas une élection, c'est une composition. C'est-à-dire, nous allons, l'examinateur nous apporte des copies, on ne sait pas comment ça se passe, on rédige, on compose, nos feuilles s'en vont chez l'examinateur, qui a un barème que nous ne connaissons pas, et après nous regardons les résultats. Une élection, ce n'est pas cela. C'est l'inclusion, c'est la science, c'est l'organisation. Vous estimez qu'il n'y a pas d'inclusion mais j'étais sur votre plateau, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est la dernière relance, on va passer une élection dans laquelle il y a, pour des raisons diverses, qu'elle soit fondée ou pas, qu'il y ait des gens à côté, qu'ensuite, dans un processus électoral pareil, on ait une façon de décider de la validation des parrainages, de façon aussi, je dis, de cette façon-là, ça montre qu'il y a des problèmes. Et ça, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Mais le langage continue aujourd'hui... Docteur Barry a une question à poser. Rapidement, il est visiblement opposé au ton que vous avez mis dans vos écrits à la suite de la proclamation de... Je dis la même chose, je dis merci. Je ne conteste pas une décision de justice, parce que c'est le principe. Mais je dis 3 choses fondamentales dans mon message. Premièrement, j'ai eu 22 régions, 25 régions, dont 20 soumises à la commission électorale parce qu'elle demande 17. Donc je donnais beaucoup plus. Donc je remercie ces régions. Ensuite, je dis que la démocratie, c'est un long processus. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et enfin, je demande un peu de pudeur, d'intégrité, de probité dans la prise des décisions publiques. Je pense que c'est très clair. Mais je reste, comme vous le savez, respectueux de la loi. Je l'ai dit le jour du dépôt de ma candidature. C'est quand nous allons arriver au pouvoir que nous allons changer certainement. Mais pour l'instant, nous sommes dans la voie démocratique. Très bien. Et cette voie démocratique nous autorise à dire qu'il y a des faiblesses dans la voie démocratique que nous relevons. On écoute Dr Barry. Monsieur Toby Henry, on vous a bien entendu sur les parrainages. Aujourd'hui, vous n'avez pas été retenu. Vous avez accepté la décision du Conseil constitutionnel en tant que républicain. Aujourd'hui, le processus électoral rentre dans sa phase la plus critique. C'est celle bientôt de la campagne et du scrutin lui-même. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme perspective du candidat Toby Henry? Est-ce qu'on va le voir aller soutenir l'un des candidats en lice, ou bien le candidat Vincent Toby Henry se met en retrait complètement? Non, nous sommes ivoiriens, nous l'avons dit, nous participons au processus démocratique de toutes les façons, en étant d'ailleurs sur le débat de ce plateau et des autres plateaux qui vont venir. Nous faisons des propositions, nous parlons à tous les partis politiques. Là même, je sors d'une réunion avec un leader politique qui m'a invité, comme les autres leaders. Donc ça fait partie du jeu. Nous avons été recalés aujourd'hui, mais nous avons foi en l'avenir.
Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, qui pose sa candidature pour un 4e mandat, quelqu'un qui a fait 18 ans d'opposition. Il a connu tous les actes de l'opposition, il a connu toutes les persécutions pendant 18 ans. Il est aujourd'hui président de la République. Le président Laurent Gbagbo est allé en exil, il a connu des personnes, il est devenu président de la République. Le président Donald Trump a connu tout ce qu'il y a, même au port de la prison. Il est aujourd'hui président. Un processus politique est un cheminement. Et nous avons la patience de faire ce cheminement, mais nous voulons être suffisamment responsables pour dire que dans ce cheminement, il y a des choses qu'on peut éviter. On n'a pas besoin de faire 40 ans parce que les autres ont fait 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des instruments universels. Donc nous nous inscrivons, nous participons. Quant aux candidats à soutenir, je ne connais pas le projet, je connais le projet d'aucun de ces candidats. Ils ne vous ont pas contacté? Non, mais ils sont des candidats, pourquoi ils vont me contacter? Je vous disiez que vous avez fait des réunions? Non, je vois les partis politiques. Quand je dis partis, je parle des partis, ceux qui sont dans la course comme ceux qui ne le sont pas. Je n'ai aucun projet. Je soutiens un candidat en fonction de son projet pour la Côte d'Ivoire, qui est proche du projet pour lequel mon groupe et moi, on s'est engagés. Il y a un projet qui a des piliers d'éducation, d'emploi, de jeunesse, de beaucoup d'autres aspects. Je ne connais pas le programme. Et ça se discute en comité. Nous allons décider ce que nous allons faire, si nous restons en retrait, si nous soutenons. Mais tout est ouvert pour nous. Mais nous entendons bien faire entendre notre voix dans le processus démocratique ivoirien, parce que nous pensons que nous avons au moins l'avantage de comprendre certaines dynamiques et que nos propositions sont pour la Côte d'Ivoire et non pas pour le RHDP, le PDCI, le PPACI, mais pour les Ivoiriens de base qui aspirent à la paix, qui aspirent au bonheur et qui aspirent à de nouveaux horizons de clarté pour tout le monde. Il nous reste 4 minutes, on fait un nouveau tour de table avec le temps. On commence par vous, Daouda. M. Vincent Tobi a dit tout à l'heure qu'il a foi en l'avenir. Mais je pense que vous n'avez pas foi en nos magistrats parce qu'à vous entendre, vous pensez qu'il manque de probité. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Non, je dis un pays... Non, vous allez... Non, M. Tobi... Il termine sa question et puis vous répondez. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Allez-y, Daouda. Parce que dans vos propos tout à l'heure, vous dites ceux qui incarnent nos institutions, il faut qu'ils fassent preuve de probité. Mais quand vous le dites, est-ce à dire que Maître, la magistrate Camara, présidente du Conseil constitutionnel, manque de probité? Est-ce à dire que M. Cuibier manque de probité? Est-ce que c'est ce que vous nous dites? Parce que plus loin, vous dites que la justice ne doit pas être là pour effrayer les populations. Ça veut dire quelque part, en sous-entendu, que la justice est aux ordres. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? C'est le principe de la vie du pays. Je vais vous dire d'abord. J'ai écrit, noir sur blanc, que l'être ivoirien, c'est celui qui a besoin aujourd'hui qu'on lui donne de l'argent avant d'aller balayer son village. L'être ivoirien, c'est celui qui parraine plusieurs candidats à la fois pour plusieurs raisons qu'il a et qui met ses candidats en porte-à-faux. L'être ivoirien, ce sont les institutions, c'est tous les administrateurs, c'est toutes les différentes administrations. Je parle de la Côte d'Ivoire entière. Je ne vise pas un corps particulier. C'est l'ensemble du corps ivoirien qui a besoin d'une révision pour pouvoir avancer. Et je parle de toutes ces personnes. Donc, je ne m'attaque pas particulièrement à un corps. Parlant alors de probité, les 100 tablettes, vous les avez rendues? Nous avons rendu 97 tablettes. Nous avons rendu 97 tablettes sur 100 tablettes. Et les 3 autres où sont? Parce que c'est l'argent du contribuable. Oui, mais vous savez, allez demander à la commission électorale ce qui est en train de faire les discussions. S'ils vous ont dit le nombre de tablettes... je vous ai posé une question. Mais je vous réponds. C'est vous qui... Non, on aimerait comprendre... Si, je vous ai posé une question. Est-ce qu'on a un challenge avec les tablettes? On aimerait comprendre. Oui, parlons de tablettes. Je crois que ça m'explique rapidement. Oui, rapidement, Daouda, il va répondre à la question. Dernièrement, la CEI a demandé à ce qu'on retourne les tablettes. M'appuyant sur le communiqué qui demande le retour des tablettes, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez rendu vos tablettes? Vous dites, j'en ai rendu 97. On va l'écouter maintenant. Et je vous dis maintenant, il en reste les 3 autres. Qu'en est-il? On va l'écouter. Allez-y, monsieur Vincent. Je répondais comme un vous entendez que la CEI m'a parlé. Oui. M. Tobi, vous êtes dans un procès en sorcellerie. On va l'écouter. Je ne suis pas sorcier. Allez-y, monsieur Vincent. Allez-y, monsieur Vincent. Parce que vous m'avez parrainé, je ne serais pas parrainé par vous si j'étais un sorcier, n'est-ce pas? Bien entendu. Donc ne me faites pas un procès en sorcellerie. Vous savez que les tablettes, comment se passe? Nous, on a fait nos parrainages dans les zones rurales, où il n'y a pas de réseau. Et c'est pour cette raison que justement que pratiquement tous les candidats qui ont fait le parrainage l'ont fait de façon manuelle. J'ai dû même apporter le registre physique ici pour vous montrer, mais on n'en a pas parlé. Donc le retour des tablettes n'est pas facile de ces zones rurales, parce que même les gens qui ont été sur terrain... Mais nous avons réussi quand même à retourner 97 tablettes qui ont été données, on a eu un décharge. Et les 3 autres, nous continuons de les repérer. Mais ça arrive dans un processus, c'est du matériel que vous donnez à des gens qui s'en vont. Vous avez beaucoup de régions en même temps. Donc c'est des facteurs risques qui sont intégrés. D'ailleurs, on a posé la question au président de la commission électorale, le jour où on a distribué les tablettes. Mais d'accord, mais revenons à un autre élément. Tout le monde dit, les tablettes n'ont pas marché, les tablettes n'ont pas marché.
Personne ne s'interroge, mais pourquoi les tablettes n'ont pas marché? C'est l'argent. Pourtant, 4 candidats ont réussi. Monsieur Daouda, laissez-moi finir. Non, vous, ça n'a pas marché pour vous, mais il y a 4 candidats qui ont réussi à faire lesquels? Écoutons-le. Donnez-moi la preuve. Mais les 4. Mais c'est pas vrai, monsieur Daouda. Donnez-moi la preuve. Donc vous êtes là-bas pour savoir que ça n'a pas marché pour eux. D'abord, qu'il a dit. Quelle est la source? On va l'écouter. Quelle est la source de ce que vous dites? C'est pas vrai du tout, je vous le dis. Tout le monde a recouru. Vous savez pourquoi? Vous parlez du parrainage, vous savez ce que c'est? Le parrainage, c'est une approche politique. Parce qu'il faut choisir les zones. C'est une approche technique, il faut avoir les hommes pour le faire. C'est une approche sociologique, il faut voir les régions avec les ethnies où on le fait. Et puis c'est une approche scientifique, les outils que vous utilisez. Chaque individu qui parraine a 15 indicateurs, 15 variables qu'on doit remplir sur la fiche. Vous comprenez? Je vous mets au défi de me donner un seul candidat qui a eu tous ses parrainages par tablette biométrique. D'abord, les tablettes, c'est des puces. Vous savez ça? On nous donne 100 tablettes. Et 100 tablettes, vous avez la charge de payer les puces. Donc, vous avez, les règlements vous empêchent d'avoir 2-3 puces. Donc, vous avez 100 tablettes, vous devez avoir 100 puces en quelques jours. Et vous vous débrouillez avec tout ce que vous connaissez pour avoir une puce par personne. Et vous mettez les puces dans les tablettes. Et vous mettez des gigas, 50 gigas. Et vous allez maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas une puce. Vous avez 3 puces par tablette parce que vous allez dans des endroits où vous avez Move, des endroits où vous avez Orange, des endroits où vous avez MTN. Donc, ça dépend du réseau. Mais vous arrivez, mais ça ne marche pas. En plus du fait que ça ne marche pas quand vous arrivez, il y a le fait que chaque fois que vous êtes à 15-20, ça se bloque. À 15-20, dès qu'il y a une seule afflux, il y a un bug. Donc c'est ce qui a retardé d'ailleurs le parrainage. Ça fait que c'est au bout de la 3e, 4e semaine que certains l'ont fait. Maintenant, ceux qui ont commencé le parrainage en retard, ils ont fait le physique, qui est fastidieux. On écrit, on prend des cartes intelligentes, les cartes. Ensuite, on vient en ville. Quand on a le réseau, on lance le numéro qui reconnaît le numéro de l'électeur sur le serveur de la CEI avant de continuer. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous parlez du parrainage sans savoir réellement techniquement comment ça s'est passé. Et maintenant, je répète, pourquoi les tablettes de la CEI n'ont pas marché? Pourquoi? Alors, le contribuable ivoirien met son argent, on fait un budget, on a la commission électorale, qui passe un marché. Et les tablettes ne marchent pas. Et personne ne me dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Justement, selon vous, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Techniquement, ça ne marche pas. Tout le monde l'a dit. Oui. Les tablettes ne marchent pas. Personne ne demande pourquoi ça ne marche pas. C'est l'argent du contribuable. C'est du gaspillage qu'on a fait, parce que ça n'a pas marché finalement. Ensuite, est-ce que c'est pas parce que vous avez refusé de l'utiliser? Comment le marché a été passé de ces tablettes? Qui est attributaire de ce marché? Là, on va mais c'est important. Parce que c'est des instruments techniques qui localisent. Chaque fois que vous avez les tablettes, on sait où vous êtes, on sait combien de personnes, on sait les transferts. D'ailleurs, nous pensons que les instances qui ont statué n'ont peut-être même, pour certaines, pas pris les chiffres obtenus sous le côté biométrique. Qui a fait le marché? Parce qu'il y a une implication politique. Parce que quand vous parrainez, vous remettez ça ici. Il n'y a que la commission électorale qui sait le nombre que vous avez. C'est tout ça, c'est technique. Il nous reste une minute. Le fichier que vous avez, le fichier que vous avez, est-ce que vous permettez, vous le mettez à nos dispositions pour qu'on puisse aller le vérifier, le contrer avec d'autres fiches, avec d'autres... C'est pour moi. Ça, c'est mes documents. On peut faire une photocopie, hein? Oui, bien sûr, c'est public. Il y a aucun problème. Merci beaucoup. Vous voyez? Monsieur Vincent Tobi. Vous permettez une seule remarque, Daniel? Vous allez le faire, mais je voulais vous dire en même temps que vous terminez avec votre mot de fait. Il nous reste une minute avant d'aller au journal. Allez-y. Vous savez, le parrainage nous a montré, c'est difficile le parrainage. Mais on a vu que ce n'est pas seulement facile pour nous. Regardez le président Alassane Ouattara. Regardez, j'ai passé une vidéo, je crois que je vous ai envoyé la vidéo, M. Daouda. Le président Alassane Ouattara, qui aspire à un 4e mandat, est assis devant la commission électorale. Et je fais attention, je regarde le reportage de la RTI à la 4e minute, 20e seconde. Et je suis éberlué parce que je vois. Le RHGP donne au président Alassane Ouattara 85 668 parrainages. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara et son parti ne lui a pas offert même 1% de l'électorat national, même si les 17 le qualifient. 1%. Et quand vous regardez encore le document, quand le président Ouattara est assis, vous regardez le tableau, il y a une petite case en rose. Rose, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit le numéro n'est pas bon, soit c'est doublon. C'est ça dans le fichier Excel que la CEI a conçu. Donc, le RHGP a réuni comme parrainage pour le président Alassane Ouattara, dans l'ensemble, de façon agrégée, 0,97% de l'électorat national, puisque l'électorat national est de 8 761 348. C'est information. Donc, oui. Donc, or, le RHGP a donné 85 668. Et le 1% en principe, c'est 87 613. Nous, sans structure politique, nous avons déposé à la CEI 36 268 parrainages qui représentent 42% d'une grosse structure telle que le RHGP. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit que dans ces élections, il y avait quelque chose à jouer, qu'il y a de l'espoir, il y a des attentes pour les populations qui ont des préférences pour des acteurs nouveaux tels que nous. On termine, messieurs, dames, oui. Je vous en prie. Il a déjà dit. On est obligé de terminer. On va terminer. Monsieur Vincent Tobi, rapidement, un dernier mot, s'il vous plaît.
C'est la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas des partis politiques. Nos principes, c'est la Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que tout le temps, à chaque élection, il y ait autant de fébrilité, autant de violence, autant de suspicion. Nous voulons que ce pays arrive enfin dans une ère de paix où, pendant les élections, chacun joue son jeu, exprime ses idées, et puis on passe à autre chose. On n'a pas besoin tout le temps d'être dans ces menaces, dans ces intimidations, dans ces accusations, pour un pays qui se développe. Autant on construit les ponts et les bâtiments, autant on construit l'âme humaine, on construit la liberté et la démocratie. C'est plus solide que les bâtiments parce que c'est ce fondement qui rend plus fort toutes les constructions que nous avons au-dessus. Merci beaucoup d'être venu, M. Vincent Tobi. Vous êtes homme politique et vous étiez là pour réagir après la décision du Conseil constitutionnel vous concernant. Merci.